pas tout à fait. Bienvenue dans le Cotentin, en Normandie. Bon, vous m'accorderez que ces paysages autour de moi se donnent des petits airs irlandais, avec ces couleurs qui bouleversent les peintres, ces routes étroites qui mènent nulle part et partout, cette mer qui claque sur les rochers. Bon, ces très jolis mots ne sont pas de moi, mais de Jacques Prévert, qui était tombé sous le charme du Cotentin, et je le comprends. Et c'est justement cette presqu'île qui nous tend les bras entre mer, campagne et marais. Alors c'est parti pour de nouvelles échappées belles. Le Cotentin, c'est parfois un peu l'Irlande. Voilà, partir quand il fait beau comme aujourd'hui, ça devrait être un vol vraiment sympa. Et normalement, on devrait se régaler. C'est parfois un peu l'Amérique. À la santé de nos libérateurs. Mais c'est une chose qu'on a plaisir à faire voir à nos petits-enfants, comme on a plaisir à leur raconter comment c'était. Et sous un grand soleil, Cet endroit, il a un climat absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est un climat maritime doux, donc des conditions idéales pour cultiver des plantes qui viennent vraiment de partout. le parapluie y est quand même roi. Pour moi, Cherbourg, c'est la ville des parapluies, forcément. Joue avec le parapluie, vas-y, très bien. Chanter cette chanson en particulier, ça remémore des tas de choses. J'étais adolescente et tous les jours nous allions regarder le tournage. Le Cotentin puise son inspiration sur terre. Tu en fais là des kilomètres pour rassembler ton troupeau. Oui, mais c'est thérapeutique de marcher ici. C'est pas comme de marcher dans le métro parisien. Oups là! Mais aussi en mer. Beaucoup de jeunes ont la vocation et ont envie d'apprendre ce métier-là. Et on est là pour ça, on est là pour leur transmettre tout ça. Donc le homard bleu du Cotentin, ce qu'on recherche, nous. De la bombe. C'est le dernier fortin des 40 fortins qui avaient été bâtis le long des côtes du Cotentin. Être ici, au bord de la mer, ça m'incite à voyager, à découvrir de nouveaux horizons. Avec Sophie Jovillard, départ immédiat. Bienvenue en Cotentin! Alors, ici, tac. C'est bon pour moi, on peut y aller. Pareil à ici. Pas plus, pas plus. C'est bon, encore là. Ouais. Et on est toujours sous bonne escorte. Il y a toujours les dauphins qui nous accompagnent. Ils nous accompagnent, c'est génial. Nous sommes en train de longer la côte des îles, donc qui est la côte ouest du département de la Manche, et qui se trouve en face des îles anglo-normandes. On dit la baie du Mont-Saint-Michel pour le fond du golfe, mais en fait c'est le golfe normand-breton. On aperçoit une côte qui m'a l'air quand même assez sauvage encore. Alors c'est le propre de la Manche, c'est-à-dire que le littoral est extrêmement préservé. Il n'y a pas eu d'urbanisation. On a des champs avec des petits murets, comme en Irlande, qui viennent au ras de la mer, donc c'est vraiment très beau. Cette goélette, c'est vraiment l'embarcation idéale pour naviguer ici dans ces eaux? Alors c'est une réplique d'un bateau traditionnel d'ici, qui était un bateau polyvalent, on va dire, c'est-à-dire qu'il pouvait transporter des passagers, donc toujours entre les Anglos et la France, des animaux, des vaches, des moutons, des pommes de terre, et aussi faire bateau pilote pour guider d'autres navires. Et toi alors, est-ce que tu te sens plus normande ou contentinoise? J'aime le Cotentin. Je suis venue par hasard avec des copains de Paris et je suis tombée amoureuse littéralement de l'endroit. Ouais, vraiment. Adoption. Ah oui, oui, et puis alors, mais du Cotentin vraiment. Il y a la mer sur 3 côtés. On ne peut pas s'échapper.
d'ici. Et il y a vraiment une mentalité de presqu'île, voire d'île presque. Tu vois, ça va t'intéresser, Françoise, voilà un Normand qui n'a pas de frontières. Si j'ai voulu commencer ce voyage avec Vincent, c'est parce qu'on partage plein de choses. Vincent a vécu une belle aventure en partant à la rencontre des Normands expatriés. Tu nous racontes ça? Alors, effectivement, c'est vrai que moi je suis né ici, mais mon idée c'est aussi de pouvoir à l'extérieur, à l'étranger notamment, promouvoir le coin. Et l'année dernière, j'ai eu justement l'occasion de le faire à travers un voyage en Europe. C'est la région qui organisait ça. Ils ont envoyé en fait 5 jeunes, chacun sur un continent, à la rencontre des Normands pour qu'ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs à l'étranger. Donc je suis parti notamment à Rome, à Athènes, Moscou, Saint-Pétersbourg, Helsinki, Oslo et Londres. Sympa, hein? En 21 jours. Et je pense que maintenant, il y a une belle dynamique qui est en train de se lancer au niveau du Cotentin, mais aussi plus généralement de la région. Donc on est très content de ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le grévillet. Le quoi? Le grévillet. Le grévillet. Oh là 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 Une là. espèce de kouign-amann à la normande avec des pommes. Donc il y a un petit peu de beurre, quoi. Il y a un peu de beurre, Ouais. un peu de sucre, Ouais. et pour le régime, il y a un peu de pommes. Faut prendre des forces hein, quand on est à bord. C'est des fruits. C'est l'heure de goûter, les amis. On n'oublie pas le barreur. Bon, paré à virer. Vous gardez le phoque à contre? J'envoie. C'est bon pour le phoque? Alors Sophie, tout se passe bien? Ah oui, ça va. En tout cas, c'est une très belle entrée en matière hein, pour ce voyage dans le Cotentin. Hein. Tu sais que dans le Cotentin, on a le don de l'hospitalité. C'est pour ça que j'ai amené un petit quelque chose pour toi. Oh, c'est gentil. Tu commences avec des cadeaux, toi? Et ouais, tu me prends par les sentiments, fais attention. Oh, échappée belle Cotentino, c'est trop joli. Oh, j'adore. Voilà. C'est très, très sympa. Bienvenue dans le Cotentin. Merci. Le Cap de la Hague se donne des airs de bout du monde. Une terre sauvage qu'ont immortalisé les peintres et les cinéastes comme François Truffaut. Jérôme Ouivet, lui aussi, est tombé amoureux de ces falaises. Tout au long de l'année, il vient les photographier à l'aide de son drôle d'engin, un paramoteur. Il permet de vivre une expérience unique en osmose avec la nature. En fait, ici, au Cap de la Hague, la météo est très importante. On a quand même généralement des vents qui sont très variables. Donc il faut jouer avec ça, avoir la bonne orientation et puis voilà, partir quand il fait beau comme aujourd'hui. Ça devrait être un vol vraiment sympa. Et normalement, on devrait se régaler. Allez, on y va. Avec 25 kilos sur le dos, le décollage n'est pas une mince affaire. Une fois dans les airs, Jérôme survole le Cap de la Hague comme un oiseau, au plus près des éléments. Alors, photographie en paramoteur, en fait, c'est surtout s'offrir une sorte de liberté, de s'affranchir des barrières et de pouvoir survoler ça, avoir un point de vue inédit. Donc on arrive au-dessus de ce joli petit phare, petit, pas tout à fait, puisqu'il fait quand même une cinquantaine de mètres de haut. Voilà, ça c'est un des sujets que je préfère photographier ici, qui est très photogénique. Ouais, c'est super. Jérôme a vécu à Hawaï, un autre bout du monde, avant de revenir dans le Cotentin, sa terre d'origine. Voilà, on arrive au nez de Jobourg. Je vais essayer d'immortaliser par une très belle image. Et ben voilà, je crois que c'est dans la boîte. Voilà. Donc voilà, vous avez le nez de Jobourg devant vous. Alors évidemment, il a la forme d'un nez. Je trouve pas que ça trop en forme d'année, moi. C'est le nez de Cléopâtre. Cléopâtre avait le nez long quand même. Pour découvrir les merveilles du Cap de la Hague, cette joyeuse bande de randonneurs s'aventure sur ces chemins préservés de l'urbanisme. Le Cotentin en particulier, c'est une terre qui a su garder ses racines sauvages. On a la chance d'avoir sur le terrain où nous sommes aujourd'hui les roches les plus anciennes de France.
Et quand on a la chance d'avoir un soleil comme on a aujourd'hui, c'est merveilleux. Dans les falaises comme ici, il est recommandé et même impératif de ne pas courir parce qu'un faux pas est vite arrivé. Donc on vous a tous remis une ceinture que vous portez, que vous allez mettre en apparence. Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà. Tu vas doucement, hein, pas speed. Hein. Voilà. La balade change de rythme. Le cap de la Hague, ça se mérite. Les marcheurs se mettent dans la peau des contrebandiers qui empruntaient autrefois ces sentiers périlleux pour protéger leur butin. Parfait, très bien. Si un jour vous êtes bloqué dans les rochers, vous pouvez encore vous sauver et manger un peu de flies. Voilà. Et voilà. Bon appétit. Oui, voilà. Non, pas moi. Il fallait survivre, on viendrait chercher les patelles ici. Un petit couteau et on peut survivre. Dissimulée dans la falaise, une grotte que seuls les initiés connaissent. La grotte du creux du mauvais argent. C'est ici que les contrebandiers stockaient du tabac et des tissus ramenés des îles voisines. Il faut s'imaginer, il n'y avait pas de moteur. C'était juste à la voile et à l'aviron. Donc c'était quand même des gars solides et aussi très observateurs des éléments pour ne pas se faire avoir. Quand on ne connaît pas la mer, ici, on n'est pas marin longtemps. Au cap de la Hague, n'est pas marin qui veut. Surnommé le cimetière à bateaux, le Raz Blanchard est le passage maritime qui enregistre les courants de marée les plus puissants d'Europe. Des eaux redoutables et fascinantes à la fois, réservées aux marins les plus aguerris, comme Cédric, qui a grandi dans la région. J'ai navigué au départ avec mon grand-père. C'est lui, c'est sûr, qui m'a appris les courants dans le coin et les cailloux aussi, quoi. Ça reste quand même un coin qui n'est pas très prisé des plaisanciers dû au Raz Blanchard, quoi. Parce que c'est assez dangereux et si ceux qui ne connaissent pas trop les heures, bah, du coup, ils n'y arrivent pas à passer, hein. Au Raz Blanchard, seuls 5 pêcheurs sont autorisés à se partager ces trésors de la mer. Celui-là est trop petit. Et celui-là il fait la passe. C'est une femelle. Donc le homard bleu du Cotentin. Ce qu'on recherche nous. Donc voilà, ça c'est un casier piège. C'est typique de la région en fait, nous on a le droit d'en mettre. Après il y a des régions qui n'ont pas le droit. Parce que c'est un casier qui va retenir le crustacé et une fois dedans, il ne peut pas ressortir. Les forts courants font qu'on ne peut pas beaucoup y travailler, donc il n'y a pas une surpêche, quoi. La nature nous fait qu'on ne peut pas aller le chercher, quoi. Dans ce bout du monde, les hommes continuent de vivre au rythme de la nature. Une nature restée intacte qui détient encore quelques secrets. Petite balade à Cherbourg en Cotentin avec toi, Vincent. Et c'est vrai que Cherbourg, là, c'est vraiment sur la presqu'île. Là, on est vraiment à la pointe de la presqu'île du Cotentin. Et là, je voulais te montrer cette vue parce que j'ai envie de te dire que ça parle d'elle-même, en fait. Ah bah, la rade de Cherbourg est magnifique, là. Magnifique. C'est là où a mouillé le Titanic il y a à peu près 100 ans maintenant. En plus, on est vraiment à l'abri du vent. Hein. Cette rade, elle forme même un brise-lames. Alors, effectivement, elle nous protège à la fois du vent, de la mer, mais surtout, à l'origine, l'idée, c'est de se protéger des Anglais. Ah. C'est Napoléon Ier qui a eu l'idée de concrétiser le projet en fortifiant donc, la plus grande rade artificielle du monde. Et donc, malheureusement, il n'a pas eu le temps de finir le travail. Son petit-fils, Napoléon III, s'en a est fini le occupé. travail. Voilà. Ouais. Entre deux, les Français s'étaient rabibochés avec les Anglais. Et donc, la reine d'Angleterre est venue inaugurer la digue qui avait été faite pour s'en protéger. C'est une belle réconciliation. Alors là,
petit stop évidemment devant Napoléon, si tu veux bien. Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, elle est tellement imposante cette statue qu'on peut pas la rater. Hein. On peut pas. C'est Napoléon Ier là. Hein. Exactement. Un souvenir de sa venue au début des années 1800. Avec cette attitude là, comme ça. Pointant l'Angleterre, toujours un peu en signe de cet ennemi juré des Français. Ennemi anglais. En fait, moi j'ai une autre version. Il pointe le port militaire dont il est à l'origine. Et sa phrase, c'était la main qui fonde, non celle qui menace. Ah ouais, c'est de façon. Salut Napo. Salut. Trunks. Trop forte. Je suis vraiment très contente, Vincent, que tu m'amènes ici à la Cité de la Mer parce que j'adore cet endroit. Je suis venue ici il y a quelques années, j'avais eu la chance de visiter le sous-marin, le Redoutable. Effectivement, oui. Mais il y a vraiment plein de choses à découvrir ici. Mais c'est surtout, ça raconte une partie de l'histoire de Cherbourg quand même. Parce que ici, c'était l'ancienne gare transatlantique. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est vrai que ça fait partie des monuments les plus emblématiques de la ville. Donc en fait, tu imagines qu'à l'époque, il y avait donc 2 rames de train qui venaient directement provenant de Saint-Lazare, qui arrivaient dans le bâtiment ici. Donc les passagers arrivaient sur les quais, montaient donc les marches et pouvaient embarquer directement sur les bateaux transatlantiques pour direction les Amériques. Oui, parce qu'on appelait Cherbourg le port des Amériques à l'époque. Exactement. Il y avait 2 grands ports en Normandie. Le Havre, qui était notamment destiné à la population française, et tout le reste de l'Europe se concentrait ici à Cherbourg, ce qui explique qu'il y avait beaucoup de consulats à l'époque et qui était vraiment la ville d'attache de toute l'Europe. Je t'emmène en voyage alors, Sophie? Oui, on va prendre le bateau, c'est ça? Bon. Exactement. Cela dit, on se dirige vers la salle du Titanic. Finalement, ça me branche pas trop. Hein. C'est la salle des bagages? Exactement, la salle des bagages. Donc, il faut se dire qu'ici, il y a eu des centaines, des milliers de personnes qui sont venues s'amasser pour tenter leur aventure vers les Amériques. C'est d'ailleurs la raison d'être en fait, de cette gare maritime. C'était justement le départ de milliers de migrants. Alors, on raconte aussi l'aventure du Titanic. C'était la dernière escale continentale avant de passer par l'Irlande. Ici sont amassés en fait, la plupart des premières classes du Titanic. Et après, ils ont fait donc, une dernière étape en Irlande pour les 2e et 3e classes notamment, avant de s'embarquer vers le destin qu'on lui connaît. Et avant de se perdre en Atlantique Nord. Tout à fait. Ah ben voilà, moi quand je pense à Cherbourg, je pense forcément aux parapluies. Alors je sais que c'est un peu cliché, mais malgré tout, moi les parapluies de Cherbourg, ça m'évoque plein de choses. Et avant tout, dis-moi, le film de Jacques Demy, avec forcément. la musique de Michel Legrand. Catherine quand même. Catherine. Et Nino, qu'on oublie souvent, mais Nino qui l'accompagnait sur ce... Exactement. Il a donné une renommée internationale à Cherbourg. Un mythe réel. Et ça donnait l'idée à un monsieur qui s'appelle Monsieur Yvon. Et s'est dit, mais c'est vrai qu'on parle toujours du parapluie de Cherbourg, mais il n'existe pas, il n'a pas encore été créé. Il faut le créer. Il faut le créer. D'accord. Et donc moi, ce que je propose, c'est d'aller voir la fabrique des parapluies de Cherbourg. Ce fameux parapluie de Cherbourg. Le véritable Cherbourg qu'on voit ici. Oui, mais je t'arrête parce que dans le film de Jacques Demy, Geneviève, elle travaille dans la boutique de parapluies de sa maman et c'est pas celle-ci. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, viens, je t'emmène à la fabrique des parapluies. Merci. Alors Sophie, je vais te présenter Charles qui va nous présenter un peu plus en détail l'histoire du parapluie. Bonjour Charles. Bonjour, ça me fait plaisir de te rencontrer. Bah, également. Bienvenue. Merci, parce que pour moi, Cherbourg, c'est la ville des parapluies, forcément. Et oui, c'est la ville des parapluies, tout le monde est équipé ici. C'est ça. En plus, là, vraiment, je suis au bon endroit parce que je vois qu'il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Moi, je vais voir déjà tout le panel de coloris. Ouais. On retrouve toutes les tailles de parapluies. Donc, il y a toujours le parapluie adapté à chacun. Ah, c'est très, très beau. Bon, c'est quand même un parapluie à 139 €. Hein. Fabriqué à la main, tout à fait. C'est pour ça. Alors là, il y a le Milady, très chic. Ah oui, oui. Là, tu peux le porter à l'épaule pour avoir les mains libres, pour aller faire le marché. Bien sûr. Faire des emplettes. OK. Et en cas de pluie, eh ben, à ouvrir, c'est facile. Dis donc, t'en parles bien de ces parapluies. Hein. C'est vrai. Ah merci, je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit. Eh oui. C'est mon papa qui a créé la marque en 1986. C'est pour ça, c'est parce que c'est une histoire de famille.
Chaque année, avec seulement 7 couturières, la manufacture de Cherbourg produit 10 000 parapluies. Mais certains modèles sont un peu particuliers. Voici le modèle anti-bourrasque, donc il résiste à 156 km/h. Par exemple le rose, donc il va très bien pour hommes comme pour femmes. Et voici un modèle différent, c'est le Parapactum. Donc c'est le parapluie de sécurité qui équipe les gardes du corps. Il va résister au couteau, au feu, à l'acide et encore plein d'autres choses, à l'eau évidemment. Voilà, on est les seuls à fabriquer ce produit. 10 000 €, c'est le prix que devront payer les hommes d'État ou les personnalités qui veulent se protéger en cas de pépin. À chaque parapluie vendu, Cherbourg s'exporte un peu dans le monde, car l'image de la ville est intimement liée à cet objet. Alors, la campagne de pub pour la nouvelle collection se fait évidemment dans le décor naturel de Cherbourg. Très bien. Voilà. Joue avec le parapluie, vas-y. Ne me regarde pas forcément. Tu me regardes pas forcément, vas-y, vas-y. Très bien. Voilà, ça j'aime bien quand les cheveux ouais, quand sont ça un vole peu... un peu. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus vivant. Ouais. Plus vivant, tu vois, ça j'aime beaucoup. Ton texto, superbe. Voilà. Tu vois, ça c'est une version plus contemporaine. Voilà. Joue avec... Dans les rues de la ville, le refrain des parapluies de Cherbourg continue de résonner puissamment. « 50 ans après la sortie du film, son air entêtant reste un incontournable de cette chorale. J'étais adolescente et tous les jours nous allions regarder le tournage. Et chanter cette chanson en particulier, ça remémore des tas de choses. On y passait quand même une grande partie de nos après-midi pour ne rien louper du tournage du film. Donc on a entendu quand même toutes les chansons. La comédie musicale signée Jacques Demy raconte l'histoire d'amour impossible entre Geneviève et Guy, un jeune garagiste mobilisé pour la guerre d'Algérie. Immense succès, Palme d'Or à Cannes, le film donne à Cherbourg une renommée mondiale. Il lance définitivement la carrière de Catherine Deneuve, comme la carrière de jeunes Cherbourgeois. Jacques et René ont vécu avec les parapluies leur première expérience de cinéma. Le passage, il n'a pas changé. Hein. Et là, la porte là, c'est où habitait l'acteur principal. Bon, voilà la photo. Ah bah oui, d'accord. Ah, t'as un beau souvenir, là. Avec derrière, pour Jacques, amitié, Nino Castelnuovo. Ah bah dis donc, ça, c'est des souvenirs. Ça, bon, ouais, elle n'est pas toute neuve, mais elle a plus de 50 ans. Ça, c'est bien. Malheureusement, je n'ai jamais pensé en demander à Catherine Deneuve. Moi, j'étais garçon de course, donc j'allais conduire les convocations pour les figurants. Donc j'avais l'occasion de côtoyer les acteurs au bureau de production. Et avec tout ça, je faisais pas mal de kilomètres en vélo tous les jours. À chaque coin de rue, les souvenirs du tournage refont surface. À l'époque, contrairement au titre du film Les parapluies de Cherbourg, il ne pleuvait pas. Donc, c'est les pompiers qui étaient réquisitionnés pour faire la pluie avec les lances incendie. Il envoyait l'eau en direction du port et du magasin. Le magasin dans lequel jouait Catherine Deneuve est toujours là. Bah, tu vois, Jacques, ça, c'est d'origine, ça. Tu vois, ça, c'est... Bon, les parapluies de Cherbourg, c'est nous qui l'avions fait. Eh ben, c'était du bon boulot. Bah voilà, Hein? viens, on va rentrer, on va voir. Bonjour. Bonjour. René, alors apprenti décorateur, y revient pour la première fois. On a passé des heures à des heures. Ah, ça m'étonne pas. Ça a bien changé. Il y avait tous les meubles en noir avec de la dorure sur le côté, où il y avait tous les parapluies. Et puis Catherine Deneuve, le matin, venait voir si vraiment ça lui plaisait, parce qu'elle était très Très professionnelle, hein, oui. très exigeante. Hein.
voyez, j'ai toujours un petit book pour pouvoir montrer, parce qu'il y a des vrais passionnés du film. Hein. Il y a vraiment des gens qui connaissent le film par cœur. Donc là, c'est la Catherine Deneuve japonaise. Ils sont venus me voir en 2009 pour me dire qu'ils allaient monter une pièce de théâtre sur les parapluies de Cherbourg. Ah oui. Et donc, la Catherine Deneuve m'a dédicacé le commençant. Super. Moi, ça me fait énormément plaisir d'être rentré dans le magasin depuis tant d'années. Oui, j'imagine. Mais partout où on passe, les parapluies de Cherbourg, tout le monde connaît. Hein. Mais bien sûr, quand on vient à Cherbourg, on vient forcément voir la boutique où a été tourné le film. Stéphane? Oui. Tu es là? Oui. Coucou. Comment vas-tu? Bah écoute, ça me fait tellement plaisir de te voir. Et moi comment? Oh. Et moi comment? Je suis ravie de te retrouver dans le jardin. En plus, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? C'est merveilleux, hein. C'est la plus belle saison, c'est le plus beau moment pour le Cotentin. Et là, je retrouve vraiment le jardin de l'émission Silence ça pousse qu'on voit à la télé. Bah, ce jardin, il a été inventé pour l'émission. On a commencé tout petit il y a 20 ans, et puis c'est agrandi. Ouais, alors là, tu vas vraiment me le faire visiter. Bon, là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas ta complice, hein, Carole Tolila. On est vraiment tous les deux. Et je vois que tu prenais soin de tes petites salades. Oui, parce qu'il y a un lièvre. Non. Il était là hier avec ses grandes oreilles, et en fait, il aimerait bien les manger, mais sauf qu'avec le grillage, c'est pas possible. Hein? Tu me fais visiter un peu le reste du jardin? Viens, je t'en prie. Alors ici, à Vol d'Oiseau, on est vraiment pas loin de Barneville-Carteret, un endroit que tu connais bien, hein, et pour cause. J'y suis né. Eh oui. Mes parents étaient bouchers dans ce village. Et en fait, j'ai passé ma vie entre Barneville et chez le vieux tonton avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans le jardin. Ah, et donc il y a un vrai attachement quand même pour cette maison, que toi, tu as fait revivre, renaître un peu, non? Là, je me suis dit que je pouvais faire dans un jardin ce que je faisais dans la vie. Je faisais des décors de théâtre et je trouvais que c'était possible de jouer avec les plantes et de s'amuser à créer des espaces et des jolis endroits. Toute cette inspiration théâtrale, on la retrouve dans ton jardin. Être paysagiste, c'est inventer des espaces qui vont raconter les uns les autres des histoires différentes. Et cet endroit, il a un climat absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est un climat maritime doux, donc il n'y a quasiment pas de gelée. C'est des sols qui sont fertiles. Donc des conditions idéales pour cultiver des plantes qui viennent vraiment de partout. Ici, il y a de l'eau parce qu'il faut parler des plantes aquatiques. Ici, c'est le jardin rond parce qu'ailleurs, c'est tout carré. Et puis ici, on est dans une ambiance panachée. Il y a cette incroyable aubépine qui est là, rouge et blanche. C'est à l'ombre, mais en dessous, toutes les plantes sont panachées pour éclairer cet endroit. Tu veux qu'on fasse un bouquet? Ah oui, je veux bien. Ah, c'est bien. On va faire ça. Voilà, un sécateur. Tu vas chercher la Silvia peruviana. T'en prends autant que tu veux. Des branches du Fagus sylvatica d'Arwigold et puis l'Achillea pourpre qui est ici. Très bien. Autant que tu veux, comme tu les aimes, et moi je vais chercher du bleuet des montagnes. On fait ça. Ce qu'il m'a dit, il pouvait pas me dire la fleur blanche et la fleur bleue. Oh, j'ai oublié comment il les avait appelés. Les bleuets des montagnes. Puis j'ai juste rajouté un truc. Oh, des coquelicots. Voilà, c'est les premiers. Ouais. Je les ai brûlés pour qu'ils durent longtemps dans l'eau. C'est-à-dire, tu les as brûlés? Tu coupes et après tu passes ça sur une flamme, un briquet par exemple, pour figer le latex. Ils vont durer beaucoup plus longtemps. Alors ça, c'est une belle astuce. Ce bouquet va pouvoir te suivre une partie de ton voyage. Ah, ça me touche beaucoup en plus qu'ils viennent de toi. Voilà, je vais mettre un petit peu de raffia autour. Bon, moi je t'embrasse très fort déjà. Gros bisous. Et beau séjour dans notre beau Cotentin. Merci, sur tes terres. Merci de m'avoir accueilli chez toi en tout cas. À bientôt Stéphane.
Voilà, c'est la première étape aujourd'hui du Trophée des plages qui réunit les 3 seuls hippodromes marins en France. 13h45 pour la première course, car la mer se rabasse à 15h40 et le coefficient est plus important que les années précédentes. Il ne faut pas traîner pour que les 7 courses de l'après-midi puissent se dérouler dans de bonnes conditions et que les chevaux ne courent pas la dernière course les pieds dans l'eau. Salut David! Ça va? Je peux te rejoindre? Ça marche? J'arrive. Je passe devant. Bonjour, Brian. Salut Brian. Pour te retrouver, David, j'ai franchi les frontières du Cotentin pour rejoindre Joulonville parce qu'il se prépare aujourd'hui une course hippique particulière, pas comme les autres. On va courir aujourd'hui sur la plage en fait. Faut se caler avec les horaires des marées, c'est la mer qui nous commande quoi. C'est toi qui cours? Non. Ah. Non, j'ai un pilote. C'est Brian. Moi. D'accord, ok. Donc tu cours pas tout seul forcément avec la magnifique jument que j'ai vue passer avec toi. Tu l'entraînais là tout à l'heure? Ouais, c'est un premier échauffement. D'accord. Comment elle s'appelle? Eureka des Ondes. Toi, t'as l'habitude de courir ici, Brian? Ici, non, ça va être la première fois. Il n'y a qu'une réunion par an, c'est un peu un événement, quoi. Et ça va être sympa, je pense. Ouais. David, est-ce que je peux vivre la course avec toi? Oui, avec plaisir. Pour que tu m'aides à comprendre un petit peu comment ça se passe. Ouais. Puis tu vas me dire aussi sur quel cheval je peux me miser. Ouais. Bon, déjà ton cheval, hein, et sur toi, Brian. Obligé. Obligé. Hein, obligé. On n'a pas le choix. Ah mais non, on n'a pas le choix. Bon, ça commence pas comme Bonjour madame, je voudrais parier sur le 7 dans la 4e. C'est mon copain David qui s'occupe de ce cheval et c'est Brian qui le monte, donc je vais parier sur mes copains. C'est ce qu'il faut faire. Et comme ça je vais mettre 5 € sur gagnant et 5 € sur placé, toujours sur le 7. Je reviens vous voir, j'espère. Merci, merci. Vous avez parié sur quel cheval? Alors moi j'ai parié sur le 7 dans la 4e. Brian Coppens, c'est mon copain. Ah d'accord. Eh oui, bon, j'ai tout mis sur lui. Hein. Je l'ai mis placé et gagnant. Vous êtes ruiné avec ça? Oh bah ça oui, l'Inter a gagné. Hein. Alors par contre j'ai joué le 7, Monsieur Brun. Ah bah 7 pareil, comme moi. Ouais. Parce que moi je suis né le 7 et ma femme le 8. Alors je fais tout le temps, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Bien sûr, vous avez vos chiffres porte-bonheur. Voilà. Et vous venez souvent à ces courses-là, comme ça, tous les ans? Tous les ans. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment beau. Ouais. C'est très bien. Là, c'est le moment un peu tendu quoi. Ouais, c'est le départ là. C'est le départ. Faut qu'elle se positionne bien. Ouais, puis faut qu'elle reste calme. Ouais. C'est là qu'elle est la plus nerveuse. C'est le premier tour, il y en a 3, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est pas très grave qu'elle soit partie derrière. Bah, ce qui est un peu gênant en fait, c'est qu'il va prendre tous les coups. Là, à mon avis, il va décaler peut-être. Non, il reste là. Il y a un cheval qui est au galop devant. Ouais, donc là, cheval au galop disqualifié, c'est ça? Ouais, puis ça va tout perdre du temps. Parce que là, c'est vraiment du trop attelé. Là, ça me stress. Tu as de stress là? Ouais, parce qu'il est loin. Attends, il va remonter, Allez, Brian! Allez, c'est la dernière ligne droite, ouais, mais là, ça va pas aller. Elle n'a pas la tête de la jument qui va démarrer. Allez, Brian, sur la dernière ligne droite! Non, là, il sait qu'on est battu, il la pousse pas, il y va gentil. 12, 10, 11, c'est ça? Mais en partant, on a perdu la course. Bon, on va aller la récupérer. Ouais. On va aller voir comment elle va. Allez. On n'a pas eu de bol. On rentre trop tard. Ah ouais. À vouloir rentrer de dernier moment parce qu'elle était nerveuse. Après, elle prend plein de projections dans la tronche et puis ça l'embête quoi. Et, de toute façon, il y aura une édition l'année prochaine. Ouais. Hein, et là, tu seras bien placé, j'en suis sûre. Non, on verra. On a appris encore quelque chose, c'est que rentrer tard c'est bien, mais trop tard, c'est trop tard. Ouais. C'est ça. Voilà. Allez, c'est l'heure de rentrer aux écuries. Merci beaucoup, David, de m'avoir permis de suivre la course avec toi. Merci, c'était sympa. Ouais, je te fais la bise.
Je me permets. Je reviendrai l'année prochaine hein, et on gagnera cette Et fois. on va mieux se préparer. Bon retour. Ouais, merci. Tout au nord du Cotentin, le temps semble s'être arrêté au XVIIIe siècle. Pourtant, le château de Carneville s'est trouvé un nouveau propriétaire bien de son époque. Guillaume Garbe, un jeune homme de 27 ans que rien ne destinait à devenir châtelain. Cette folle aventure, il l'amène en famille. Dans le jardin, sa grand-mère est à l'œuvre. Voilà. Bon. Bah, il y a encore quelques trucs pour finir, mais là c'est trop dur à la main, faut y aller avec ça. Avec la binette là, oui. Mais la binette, elle se débine. Ah bah bon, bah attends, Tac. Ça a commencé, Guillaume était tout petit. Hein? Il nous disait, quand je serai grand, j'aurai un château. On dit, bah oui, mon chéri, rêve. T'as le droit, c'est gratuit le rêve. Hein. Et puis quand il nous a mis devant le fait accompli, on a dit, ben ça y est, son rêve est là. Ouais. Ce sera dur, mais ça y est, t'as ce que tu voulais. Ouais. Oui, il est fou, puis ben, on l'a suivi dans sa folie. C'est pour ça, là, on a une belle équipe, on y va. Guillaume a ouvert Carneville bien au-delà de sa famille. Alors la Dream Team, ça va, ça avance bien, il n'y a pas de mauvaise surprise? Ah bah super! L'association des Amis du Château compte 350 bénévoles. Toute l'année, ils viennent du village voisin ou de l'autre bout du Cotentin pour entretenir ce jardin à la française que Guillaume a redessiné en s'inspirant des plans de l'époque. Un jardin qui est aujourd'hui un peu le leur. Fils d'antiquaire du Cotentin, Guillaume a toujours été fasciné par le patrimoine de sa région. À tout juste 20 ans, il se lance dans ce projet démesuré, redorer le blason de Carneville en l'ouvrant au public. Dans la famille, on n'avait pas de château, on n'avait pas ce genre de choses-là. Mais c'est vrai qu'en arrivant, en descendant cette avenue, on a trouvé avec mon père ce château en fait comme un bel endormi qui demandait qu'une seule chose, c'est à être réveillé. En entrant dans la maison, on a vraiment ce couloir de verdure qui traverse. On a toute la perspective qui s'ouvre devant nous et qui termine par les jardins symétriques et hop, la vallée et la mer qui se terminent au bout. On réunit tout ce que Carneville peut offrir là. C'est vraiment magique. Ce coup de foudre a évidemment un prix. Le château de Carneville, c'est 6000 mètres carrés, une cinquantaine de pièces et quelques mésaventures. La dernière en date, la mérule, ce champignon qui ressemble à une toile d'araignée et qui dévore le bois des planchers et des poutres. Face à l'envahisseur, Guillaume a dû vider le château de tous ses meubles. Donc en fait, là, on est dans le grand salon. Quand on est arrivé au château avec ma famille, c'est là où on passait en fait les moments de vie, quoi, puisque c'est la seule pièce où les cheminées fonctionnaient. Donc il y avait une vie de maison, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que de se retrouver maintenant dans une pièce entièrement en chantier, avec tous les murs décrépits et voilà, et en plein travaux, ça fait un passement au cœur. Dans l'adversité, Guillaume déploie une énergie phénoménale. Le jeune homme a réussi à réunir près d'1 million d'euros de dons de privés et de particuliers. De quoi lancer une réhabilitation ambitieuse et réinsuffler de la vie, comme avec les ruches de Paul, l'apiculteur du château. On a des œufs, on a des larves et on a des nymphes. Ça sera le miel du château de Carneville. Ce que m'a permis Guillaume, c'est de pouvoir installer un rucher dans un site qui est quand même extrêmement intéressant. On imagine un petit peu le château avec toutes ses activités de jardin, d'élevage, ça se trouve de pêche. Donc c'est quand même intéressant de faire revivre ce domaine. Au XVIIIe siècle, les terres du château s'étendaient sur des dizaines d'hectares. Aujourd'hui, ces champs appartiennent à des agriculteurs, mais les liens avec Carneville ne se sont jamais défaits. Tu me mords pas, hein? Accompagné de son grand-père, lui aussi très impliqué dans la vie du château, Guillaume a l'habitude de venir chercher du lait à la ferme. Bonjour Pascal, ça va? Bon, du coup, c'est le lait de ce matin alors? Ouais, voilà. Super, 30 litres, tout frais. Bon, pour que mamie fasse les crêpes, c'est bien? Eh ben écoute, bonne journée à toi, hein? Ouais, très bien, merci. Au revoir.
clés. 50. Aujourd'hui, Guillaume organise un vide-grenier à Carneville. Et le château retrouve un peu de son atmosphère d'antan. Il y a cette part de rêve de se dire que cette vie château, les châtelains, quand ils devaient arriver dans ce décor magnifique là, c'est un enchantement aussi pour les personnes, surtout les enfants qu'on transporte. La cour d'honneur prend des airs de place du village. Pour le jeune châtelain, c'est l'occasion de retrouver ses voisins, toujours prêts à l'aider. Certains sont même venus lui offrir un objet ancien. Ah bah c'est vachement sympa ça. Ah bah oui. En cuivre. Bah oui, comme on remeuble les caves là, c'est génial. Les gens en fait ils donnent un petit peu une partie d'eux-mêmes, une partie de leur histoire. Ils sont présents dans le projet du château. Donc là en fait Carneville retrouve vraiment le rayonnement que je voulais quoi. Tout le monde est investi. Les travaux de rénovation du château devraient encore durer 7 ans. Mais Guillaume récolte déjà le fruit de son travail. Il a remis Carneville au cœur de la vie des villages alentours. On aimait bien qui ça, notre châtelain, où ça, à Carneville. Viens, Mimi, viens. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, je t'apercevais de loin, là, en arrivant sur la route, au milieu de ces prés salés. Ça fait partie du décor ici dans le Cotentin. C'est le paysage, oui. Un pré salé sans moutons, sans troupeau, ce serait complètement vide et creux, enfin, ça n'aurait pas de sens. C'est bien qu'il y ait une bergère et son chien aussi, comme il toi. faut, sinon les brebis font des bêtises. Tu vois, comme maintenant, elles vont pas du tout dans la bonne direction, donc il faut un guide, il faut qu'elle soit structurée. Et le guide, c'est toi? Oui, je peux t'accompagner un petit peu. Bien sûr. Salut toi. Alors Salut ça c'est minuit, c'est mon jeune chien qui est pas fini de dresser, donc tu risques de m'entendre beaucoup hurler son nom et lui hurler des ordres. Minuit, reviens. Minuit, viens. Tu en fais là des kilomètres pour rassembler ton troupeau. Oui, mais c'est thérapeutique de marcher ici. C'est pas comme de marcher dans le métro parisien. Ça, c'est vrai. Parce que c'est concret et trivial. Rentrer le troupeau avant la marée. Tu vois, c'est vraiment la base du métier de bergère. Rentrer le troupeau avant la marée? Oui, parce que là, tu constates que nous sommes sur une prairie d'herbe qui a l'air paisible, charmante. Mais à partir de demain, si nous restions ici, on serait sous l'eau. On aurait de l'eau jusque-là ou carrément sous l'eau? Là où on est, ça peut être jusqu'à la poitrine. Okay. On arrive dans des grands coefficients de marée. Et donc, matin et soir, la mer va monter et tout recouvrir. Ah bah tiens, un coquillage. Et donc les brebis et les agneaux ici broutent une herbe qui est un peu salée alors? Oui, ce sont des plantes qui ont comme spécificité de supporter d'être recouvertes par le sel. Je goûte, hein? Ouais, celle-là va peut-être pas être la meilleure, elle va être très amère. Moi je me dis que si tes brebis mangent ça, c'est que ça doit être bon. C'est super riche en oligo-éléments, en minéraux de la mer, etc. C'est un produit de beauté. Toutes ces je vais en manger plein alors. C'est des super aliments. Alors tu n'as pas seulement une passion pour les moutons, mais aussi pour les plantes alors ici du Cotentin. C'est indissociable parce que le mode d'élevage que j'ai choisi, lié à un site naturel, lié à de l'éco-pâturage, naturellement on en vient à s'intéresser à la botanique et à la gestion des milieux naturels. Et regarde, elles rentrent toutes seules. Elles sont très bien élevées. Très bien élevées. Tu veux que je passe par où, Stéphanie? Là où tu peux sauter. Ah d'accord. Ouais, courage. Hop, c'est bien. Elle est coincée là, celle-ci? Non, elle vient de faire un bébé. Mais non. Si. Oh, bravo ma grande, dites donc. Oui, il est magnifique ton bébé. Tu nous laisses le regarder? C'est une crevette. Je pense qu'il a dû être un peu prématuré. Mais que tu es beau. Je peux le toucher? Bien sûr. C'est bien, ma tu belle. viens d'arriver, toi. Juste te rends ton petit. Qu'est-ce qu'il se sentir? Il est mignon. Son livre a un petit nom. C'est un mâle. C'est un mâle. On peut pas l'appeler crevette. On va l'appeler gambasse. Ah oui, c'est plus ambitieux. C'est plus ambitieux. Ça lui donnera du courage. Et alors maintenant, on va devoir lui faire traverser la rivière, ce petit loulou. Ben, je vais le prendre dans mes bras. Écoute.
Si elle le cherche, essaie de lui porter à hauteur de vue. Voilà, génial. Viens ma grande, c'est bien. Viens. Oui, viens. Viens. Non, pas par là. Là-bas. Bon, je serai pas toujours là, mon grand. Va falloir apprendre à te débrouiller. Hein. Allez. Hop, on y va. Allez, oh. Il a bien travaillé, hein, ton chien. Oui, il est prometteur, je suis ravie. Ça augure d'une fructueuse collaboration. À minuit. Tiens, je te le rends. Tiens. Voilà. Oui, je te le rends. Donc ça, c'est un happy end. Bravo, tu as tes galons de bergère. Écoute, j'en suis ravie. Puis je vois qu'en fait, il est très vaillant. Et hein. tu lui as surtout économisé beaucoup d'efforts parce qu'en fait, s'il avait dû marcher, tout ça, je pense qu'à un moment, d'ailleurs, il se serait écroulé, il aurait plus voulu marcher parce qu'il n'a pas encore assez de force. Alors là, on a essentiellement des brebis et leurs agneaux. Hein. Oui, on a tout le troupeau de brebis et leurs agneaux parce que j'ai pas encore commencé à les vendre. J'élève des roussins de la Hague et des avranchins. Là, à gauche, celui qui broute, c'est un petit bélier avranchin. D'accord, avec les pattes un peu grises, là. Voilà, avec la tête gris ardoisée. D'accord. Et puis derrière lui... Qui nous fait face. Voilà, qui nous regarde gentiment, c'est un roussin de la Hague. D'accord. Et ce sont deux des races historiques et patrimoniales de la Manche et de la Normandie. Il n'y a pas que les moutons dans ma vie quand même. Il y a aussi les plantes et ça, j'en fais des tisanes. Ah, ça sent extrêmement bon. C'est du fenouil sauvage, donc je vais te montrer. Salut les filles. Bonjour. Donc Alexandra, Marion et moi, on a fondé ensemble Laine à l'Ouest. Laine à l'Ouest, c'est une petite marque où on fait tout nous-mêmes. On essaie de revaloriser cette matière première qui était complètement oubliée. Donc ça, typiquement, c'est la laine de tes brebis. Oui. Donc c'est pas teinté. Non, c'est tout vraiment un couleur l'intérêt naturelle. d'avoir des moutons noirs. C'est parce que ça permet d'avoir du noir ou du gris, enfin des coloris qui vont pas s'affadir ou déteindre avec le temps. Donc il y a un côté plaisant aussi de valoriser ce que la nature a fait de vachement bien. Mon laboratoire À est tout à par là, l'heure. donc on va les mettre là-bas. Donc ici, tu prépares tes thés et tes infusions à base de plantes. Et on retrouve toujours tes petits moutons un peu partout. Oui, c'est une obsession. En fait, l'idée, elle est partie de l'envie d'enfermer dans un petit pot une ambiance du territoire. Alors attends, là, ne me dis rien là-dessus. Ah bah il y a de la menthe là. Oui. Voilà. Ça. Mais pas seulement, il y a autre chose là avec la menthe. Il y a de l'ortie et j'ai rajouté du thé vert. Alors, il ne pousse pas encore en Normandie, hein, malgré le réchauffement climatique. Donc ça, c'est ce qui reste des plantes que j'ai cueillies l'été dernier. Ok. Et celle-là, elle restitue l'ambiance des dunes. Tu peux mettre les mains dedans, c'est hyper agréable. La petite reine des dunes, fragrance estivale du littoral. C'est beau. Ça sent extrêmement bon. Hein. Donc, tu n'as fait que des choses thérapeutiques aujourd'hui. Exactement. Marcher dans les prés salés, câliner un agneau, Mais c'est faire vrai. du tricot, goûter des plantes qui sont des produits de beauté. Je vais aller très bien, moi, après cette rencontre. Qu'est-ce qu'elles font, les filles, derrière? Elles bricolent le vélo bobineur, c'est notre invention. Un vélo bobineur. Oui. Ça, alors? Donc, attends, le système, c'est que tu pédales là, tu fais fonctionner là. Et monte ça. dessus, Ouais, tu je vas veux bien. découvrir. Et pendant ce temps, est-ce que je vais vous faire un petit thé? Ah bah écoute, avec grand plaisir, ouais, merci beaucoup. Ok. Alors, attends, il faut que je monte. Il faut trouver le rythme, en fait. Oui, c'est ça? son rythme. Ok. Très bien. Mais c'est une excellente idée, ça. Quelques petits réglages encore, mais on y est presque. Attention, c'est bientôt fini. Et voilà. Oh bah, elle est jolie, notre pelote de laine. Tout à fait. Elle est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Quelle tisane tu nous as préparée alors, Stéphanie? Alors celui-là, c'est le thé bleu d'Avranches, dans lequel il y a de la mauve sauvage, du sarrasin et voilà d'autres petites choses. Très bien, merci beaucoup. C'est très chaud. Ouais, ils sont vraiment très bons, hein, ce thé. Très agréable. Dis-moi, Stéphanie, tu m'as pas raconté la première fois que tu as découvert le Cotentin, est-ce que tu as ressenti? Tu te souviens quand c'était? Alors je me souviens pas de la découverte du Cotentin, mais de la découverte des prés salés. Et j'ai ressenti un grand sentiment de liberté et d'ouverture. Ça a été très, très puissant.
J'ai eu l'impression de respirer pour la première fois. Il y a quelque chose de tellurique ici ou d'énergétiquement très fort. Bah, tu t'es pas trompée, hein, tu as bien fait de t'installer ici. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie de m'avoir fait découvrir ta passion et pour ce territoire et pour tes jolies brebis. Bon, promis, tu me donnes des nouvelles de Gambas, je suis un peu sa marraine maintenant. Je promets. C'est tu auras des gentil. nouvelles. Merci. Merci, santé les filles. Santé. Chaque mois de juin, le Cotentin fait un bond dans le temps. Les gens de la région dépensent toute leur énergie pour faire revivre le débarquement. Des camps militaires entiers sont reconstitués comme celui-ci, le camp Arizona. Bon bah au retrouvailles hein. Allez. À la santé de nos libérateurs. En tant que personne de la région, c'est naturel de venir ici et de se remémorer vraiment ce qui s'est passé. Et voilà, ça fait partie de nous, quoi. C'est notre patrimoine un petit peu culturel, historique. Donc les tenues qu'on a sont récupérées, on va dire, à droite à gauche, et notamment la robe de Sarah, qui était à notre grand-mère, voilà, pour la petite histoire. Près de 500 collectionneurs exposent du matériel et des véhicules d'époque. Une façon de partager leur passion avec ces visiteurs qui n'ont pas connu la guerre. Nino, tu viens ici? Là. Pour Bernard, c'est un moment privilégié avec ses arrière-petits-enfants. Là-bas, vous regardez. Voilà. Je suis né en 1940 et en 44-45, j'ai vu les soldats américains arriver. Et lorsque les soldats américains sont arrivés, ils ont planté leur tente et on a vu des choses qu'on n'avait jamais imaginées. On est donc allé dans leurs habitacles, on est allé manger les chewing-gums, les bonbons, les gâteaux. Pour l'œil d'un enfant, c'est quelque chose de magique. Mais c'est une chose qu'on a plaisir à faire voir à nos petits-enfants, comme on a plaisir à leur raconter comment c'était. Durant 5 jours et 5 nuits, ils vont vivre dans ce camp reconstitué pour rendre hommage aux Alliés venus libérer la Normandie. Sur la plage de Saint-Marie-du-Mont, plus connue sous le nom de Utah Beach, on croise parfois des machines à remonter le temps. Chaque année, des milliers de touristes viennent revivre ici le D-Day. Pour ce couple de Bordelais, c'est à bord de la Jeep de Jean. À l'époque, il faisait pas vraiment ce temps-là. Ça faisait du crachin, ça pleuvait, il faisait froid. Et que là, on a plutôt un temps de Méditerranée, de débarquement de Provence que celui de la Normandie. 6 juin 1944, 6h30 du matin, 32 000 soldats américains foulent le sable de Utah Beach. C'est le jour le plus long, celui qui marque le début de la libération. La violence des combats, il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent vraiment l'imaginer, vous voyez. C'est pour ça que être là, rouler là, bah, c'est... il n'y a pas de mots. Jean ne se contente pas des tours en Jeep. Sa passion pour cette période historique l'a poussé à reconstituer une tranchée allemande devant ce corps de ferme. Donc voilà, vous êtes à la ferme du Holdy, la ferme qui a été occupée par l'armée allemande et ils logeaient sous les toits. Vous voyez, les gens étaient repoussés dans le fond de la maison. Il a occupé là le maximum. Et ils occupaient le maximum, donc ils étaient nombreux, ils étaient une trentaine de bonhommes. Mon goût et ma passion de l'histoire va venir aussi de mon histoire familiale. Mon histoire familiale où j'ai les deux cas de figure. Un grand-père pas résistant qui a été arrêté pour des histoires de jalousie, donc dénoncé bêtement, et un grand-oncle qui, lui, qui est chef de réseau de la résistance à Annecy, qui est dénoncé par un de leurs groupes pour une prime d'argent. Donc je crois que depuis enfant, j'ai toujours eu ce goût à l'histoire. Pour les grandes occasions, Jean a embarqué une trentaine de bénévoles qui jouent le jeu avec lui. Good job! T'as bien joué! Bravo, hein? Elle était bonne? Très bien. Très bien.
On bosse énormément pour ça. Donc c'est vrai que c'est vachement gratifiant de voir les sourires des gens quand on finit les scènes, quoi. Dans mon livre d'histoire, il n'y a pas ces photos-là, moi, quand j'étais à l'école. Ça change. Il y a la guerre et ses jours sombres. Et il y a aussi les jours heureux de la libération. 13 juin 1944, les Américains entrent dans la ville de 40 ans et changent le destin de tous ses habitants. Un vent de liberté souffle alors sur la ville. Depuis, chaque année, à la même date, c'est vraiment énorme de se dire que 75 ans après, on fête encore tout ça. C'est pas oublié dans nos mémoires en fait. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. la coqueluche du bal de la Libération, c'est Tom Rice, un ancien GI parachutiste. J'ai la danse dans le sang jusqu'au bout des pieds. Bon pied bon oeil, à 98 ans, Tom Rice est l'un des rares vétérans encore en vie à pouvoir s'offrir un tel voyage dans le temps. C'est vraiment super, c'est magnifique. Que la fête continue. Jusqu'au bout de la nuit, et pour longtemps encore, les Normands continueront de se souvenir de lui et de célébrer leur libération. Bonjour. Bonjour Sophie. C'est Stéphane Marie qui m'envoie, il t'a prévenu? Il m'a prévenu et tu es la bienvenue à Vauville. Bon, écoute, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là parce que, alors déjà, je viens de traverser un joli petit village, le village de Vauville, avant d'arriver devant ce magnifique château qui est le tien. Écoute, oui, qui est le mien, celui de la famille, depuis 1890. C'est un peu là où tout a commencé, puisque avant qu'il y ait un jardin, il n'y avait que des champs, mais il y a toujours, c'est vrai, souvent une maison autour d'un jardin. Et c'est un château qui est assez ancien, il a commencé au XIIe siècle, sa construction. Et un jardin exotique ici, dans le Cotentin, il va falloir que tu me racontes comment tout pousse. Tu vas voir un jardin qui a à peu près 5 hectares maintenant de superficie et qui a été créé par mon grand-père il y a 71 ans. Il y a toujours plein de choses à planter, je vois. Écoute, chaque semaine, j'arrive avec des nouvelles espèces parce que le printemps, c'est toujours le mois des journées des plantes. Bah écoute, moi je serais très fière et très honorée si je pouvais planter quelque chose dans ton jardin. Eh bien, allons-y. Alors là, on passe sous le mur d'enceinte, traverse cette arche, et on arrive dans le tout premier jardin. C'est là que tout a commencé. Mon grand-père a planté les premiers palmiers ici, qui sont des Trachycarpus fortunei de Chine. Ils ont bien poussé, hein? Ils ont bien poussé, oui. Là, ils ont plus de 60 ans. C'est de ces palmiers qu'on a récolté les graines, planté les 2 palmeraies que nous avons. Ce qui est important, en fait, quand on sort ces plantes de leur container, c'est de défaire le système racinaire du pot. Oui, donc là, il faut que les racines respirent un peu, hein? Voilà. Le Pseudopanax, il doit être dans un sol plutôt drainé. Et là, on va quand même irriguer en amont. Ah oui, on lui fait vraiment une piscine, là, hein? Et donc, on a là un mélange de terre de bruyère, du terrain, dans ces champs que c'était avant. Je le pose au milieu? On le pose bien au milieu. Ça va comme ça? Ça me semble pas mal. JB, ça vous va de là où vous êtes? Il est bien visible par rapport à tous les chemins. Alors, c'est parti. C'est toujours émouvant de planter un arbre. C'est très émouvant, surtout de les voir s'acclimater et réussir, en fait. Ouais. Allez-y, JB, pour la terre de bruyère. Il faut toujours, la première année, surveiller son besoin en eau. Certaines peuvent être très gourmandes. Et donc, dans le jardin botanique, pour nos visiteurs et leur compréhension de toutes nos espèces, l'étiquetage très important. Et donc, le mois de plantation pour qu'on puisse suivre leur développement et avoir un repère dans le temps.
Bon, je reviens le voir dans quelques années pour être sûr qu'il pousse bien. Avec grand plaisir. Alors ici, il y a un climat particulier qui permet à toutes ces plantes de s'épanouir? Il y a des températures douces tout au long de l'année, effectivement. Il y a un vrai microclimat dans la Hague grâce au Gulf Stream, qui est le courant chaud de l'Atlantique, qui fait une boucle au large des îles anglo-normandes, en face desquelles nous sommes. Il était tout naturel finalement que tu t'occupes de ce jardin, parce que tu portes le même nom et le même prénom que ton grand-père. Exactement, je m'appelle Éric, Éric Pellerin, comme mon grand-père. Donc il y a une continuité un peu toute tracée. Et c'est vrai qu'avec Guillaume, mon mari, on a décidé de reprendre ce lieu qui est un monument historique. Le jardin est un monument historique, le château aussi. C'est un vrai défi et il y a encore plein de belles choses à accomplir. Ah bah, je veux bien que tu me présentes Guillaume. Avec plaisir. Allons-y. Voilà Sophie, la petite ferme du jardin. Et Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour Sophie. Enchantée, ravie de te rencontrer. Mais moi aussi. Je viens de quitter un jardin extraordinaire, un jardin exotique, et tout d'un coup, je me retrouve dans la ferme du jardin. Ouais, on est de retour en Normandie parce qu'on est au conservatoire des animaux normands. Bon bah je vous laisse. À tout à l'heure. J'ai hâte de visiter cet endroit avec toi. Alors on va aller voir les poules cotentines. La poule cotentine, comme son nom l'indique, c'est la poule de la région. Rapportée par les marins d'Angleterre et de Hollande. Alors, oh, oui. Voilà, monsieur Corentin, monsieur le Cotentin. Très bien. Et ses demoiselles. Et en tout, tu as réussi à réunir combien de races alors ici? Écoute, il y a 22 races en voie de disparition en Normandie. Et ici, on a une douzaine de races. Donc, progressivement, j'en acquiers. C'est très compliqué parce qu'il y a des races qui sont quasiment menacées d'extinction. Donc, on trouve très peu d'individus. Mais l'idée, c'est de présenter au public ces races qui sont méconnues alors qu'elles étaient l'emblème et le patrimoine vivant de cette région qu'on adore, évidemment. Alors, nous voici chez les chèvres. Elles sont affamées. C'est la ruée. Salut ma belle, t'es arrivée au bon endroit toi. Alors, les oies maintenant. Allez, j'entends du monde. Oups là. Voilà le Jard, Gaspard le Jard, Charles et Yvonne, les canards de Rouen. Ouais. Et ici, il y a Églantine, ma vache fossile, c'est la vache canadienne. Alors une canadienne ici en Normandie, raconte-moi. Oui, quand Louis XIV et Colbert ont colonisé la Nouvelle-France, le Québec actuel, on a envoyé des hommes et des femmes et des vaches pour nourrir cette population. Et les vaches sont parties de Cherbourg en bateau en 1674 et ces vaches sont arrivées au Québec, se sont reproduites, elles sont vraiment restées dans la race, pure race, et j'ai la chance d'avoir une représentante. Elle revient sur son terroir. 400 ans après. Pourquoi toutes ces espèces-là avaient disparu? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à l'industrialisation de l'agriculture. Donc on a choisi des races plus rapides en croissance. Les fermes se sont dépeuplées de ces races et ont failli pour la plupart disparaître. Alors je te présente Bruno. Oh, mais vous êtes en bonne compagnie, mon cher Bruno. Ah, ben oui. Oh là là, salut toi. Une jument et un âne. C'est grâce aussi à Bruno que j'ai monté ce conservatoire, parce que sans lui, j'aurais pas eu ni les cobs, ni les brebis roussins de la Hague, ni les chefs de fossé. Quand vous voyez Guillaume là, qui vient dans le coin et qui essaye de préserver ces races locales, qu'est-ce que ça vous fait? C'est très bien. Mais la première fois quand je l'ai vu chez moi, il y a 2 ans maintenant, qu'il est arrivé avec ses petites baskets blanches. Alors vous savez que... Alors, vous avez dit, c'est quoi ce Parisien là? Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses comme ça. Déjà, on va boire un coup, déjà, et puis on verra après si je t'adopte. Et puis c'est vrai que le courant a très vite passé entre nous deux, parce que moi qui suis quand même un terrien de vos villes, Paris, j'y vais quelquefois pour le salon, mais c'est tout. Vous avez vu aujourd'hui, il n'a plus les baskets, il a les bottes en caoutchouc, ça y est, il peut être pris au sérieux. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai toujours pris au sérieux, mais enfin bon... Oui, enfin, il fait moins un petit Parisien. Il fait moins... J'ai bien compris. Il fait moins Parisien. Merci, Bruno. C'est moi qui vous remercie. Écoute, Sophie, tu peux pas partir sans avoir admiré la vue depuis la plage de Vauville. Alors là, tu vois, on arrive au fort de Vauville, ou Fortin de Vauville, et sa petite maison. Ah, c'est charmant. Je vois qu'il y a un petit blocos, là, c'est un lieu chargé d'histoire. Il n'y a pas eu de débarquement ici, mais il y avait quand même un réseau défensif. Ah, et vous avez transformé ce fort en chambre d'hôte. Ah, j'aime beaucoup l'ambiance, en tout cas. Ça reste simple, parce que c'est une maison qui est presque sur la mer. Et toi, tu as vécu un peu ici? J'y ai vécu enfant, puisque mes parents habitaient là quand mes grands-parents étaient dans la grande maison.
Ah oui, quelle vue! 180 degrés sur la mer. Ah, c'est beau là, ces plages de galets. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? Alors là, tu aperçois le nez de Jobourg, donc tout ce cap-là, absolument préservé, qui est géré par le conservateur du littoral, où bien sûr, tu peux marcher le long du sentier des douaniers. Et aujourd'hui, c'est un fort assez unique en son genre, alors sur le littoral. Il est unique, il a été construit au XVIIIe siècle, sous Louis XV. C'est le dernier fortin des 40 fortins qui avaient été bâtis le long des côtes du Cotentin. Et aujourd'hui encore, voilà, il a été rénové et c'est un monument qui vit. Et c'est ça qui est passionnant. Bah écoute, merci beaucoup pour ton accueil, hein, Eric, ici. Mais je t'en prie. Merci pour ta visite. Tu sais où c'est, tu sais où est le fort, donc tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, embrasse bien Fort Guillaume Pom. Avec 350 km de côte et une trentaine de ports, le Cotentin est un terrain de jeu idéal pour tous les apprentis marins. Et maintenant, tu accélères légèrement. Voilà, c'est bien. Et tu fais attention, il y a du vent d'est, donc ça veut toujours te déporter. Ça, c'est très important. Sur ce petit voilier de 7 mètres, les lycéens se forment au métier de marin-pêcheur. Au grand air, entre le bleu du ciel et celui de la Manche, c'est Jean-Christophe qui leur apprend à manœuvrer. Les marins-pêcheurs adorent leur métier, adorent ce qu'ils font et changeraient pour rien au monde. Ramener de quoi nourrir les terriens, c'est gratifiant. Il y a un parallèle avec les agriculteurs. Beaucoup de jeunes ont la vocation et ont envie d'apprendre ce métier-là. Et on est là pour ça, on est là pour leur transmettre tout ça. On va faire un accostage bâbord-raqué. Donc Théo, tu vas venir et tu vas faire la manœuvre avec moi. Viens. J'ai toujours vécu au niveau de la mer, donc forcément, pour faire une sortie en mer, pour aller en bateau, je suis toujours partant, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Après, on se sent un peu plus libre quand on est en mer, c'est pas pareil qu'à terre, ou que on a tendance à refaire toujours les mêmes choses. En mer, ça bouge quand même. Il y a 12 lycées maritimes en France. Celui de Cherbourg, avec 170 élèves venus de toute la Normandie, est l'un des plus importants. Ici, tout est fait pour que les lycéens, même entre quatre murs, se sentent comme sur le pont d'un bateau. Attends, faut que je te vérifie. En plus de la pêche, de la navigation et de la maintenance, les élèves sont formés aux mesures de sécurité. Il fait chaud. Ils doivent enfiler ces drôles de combinaisons le plus vite possible. Record à battre, 35 secondes. C'est une combinaison de survie. Le boudin derrière, il sert au cas où qu'on soit inconscient. Il nous met automatiquement la tête droite en fait. Il tient la tête en dehors de l'eau. Vous avez mis combien de temps là? Un peu plus de 2 minutes. Ouais. Ah ouais. 3 minutes. 2-3 minutes. Il va falloir gagner du temps parce qu'il fait beau ici. Hein. Parce que généralement... Ancien marin-pêcheur, Christian prend son nouveau rôle de professeur très à cœur. Moi, je pense qu'enseignant, aujourd'hui, c'est le plus beau métier du monde parce que transmettre, il n'y a rien de plus beau. Et derrière, moi, je me comporte comme j'étais à bord, je n'ai pas changé. Et pour moi, de toute façon, le but, c'est que l'élève doit dépasser le maître. Voilà, tu remets en dessous. Dans quelques mois, une fois leur bac professionnel en poche, ces lycéens pourront prendre la mer et réaliser leur rêve de grand large. Vas-y, reprends. Sors le fait. Ouais, redéfais carrément. Changement d'ambiance. À l'école des Mousses, la rigueur militaire est de mise. De faire un coin pour faire en sorte qu'on puisse passer la main à l'intérieur. Ces jeunes, eux aussi, ont succombé à l'appel de la mer. Mais avant de larguer les amarres, ils marchent au pas, en route pour la levée des couleurs. Sur la mer et sur terre, au pays comme un étranger, dans ta vie d'aventure, sois toujours prêt à batailler. Sur la mer et sur terre, au pays comme à l'étranger. Halte. Repos. Garde-vous.
L'intérêt de l'école des mousses, par son côté maritime, c'est la découverte de ce grand espace de liberté qu'est la mer, bien sûr. Espace de liberté, espace d'aventure, espace méconnu. Tous les mousses se retrouvent pour forger aussi ce sens du collectif qu'est l'esprit d'équipage. Chaque année, 220 mousses intègrent la marine nationale. Parmi eux, il y a Mathias, un jeune de Limoges. Être ici, au bord de la mer, ça m'incite à voyager, à découvrir de nouveaux horizons. J'aime bien le travail d'équipe, faire tout ce qui est sport collectif. Ça nous permet de nous entraider, d'avoir de l'esprit de cohésion. Allez, sur le plot là. Tu sautes dans l'eau. 3 cerceaux à aller chercher à passer en dessous. La main droite par-dessus la tête. Pour mieux appréhender les risques de la mer, les mousses s'entraînent à un parcours du combattant aquatique. Pousse sur tes pieds, tractionne le plus haut possible là. Prends plus haut. En cas d'incendie à bord, Mathias devra être capable de nager en uniforme et de contourner tous les obstacles. Montre. Ok, c'est bon, tu peux sortir de l'eau. Chaque mousse a sa spécialité. Mathias a choisi la cuisine. La condition physique est primordiale, mais il ne faut pas négliger le moral des troupes. Ok, c'est bien. Par contre, il faut continuer à mettre de l'huile là. Ouais. Allez, tout doucement, en petit filet. À bord d'un bateau, la cuisine est un élément essentiel pour le moral de l'équipage. Surtout dans la marine, on a une tradition de bien manger. Les moments des repas sont des moments de convivialité. Donc le cuisinier a vraiment un rôle très très important à bord. C'est bien réussi. C'est très très bon. D'ici 5 mois, Mathias cuisinera au sein d'un navire de la Marine nationale, tandis que les élèves du lycée maritime partiront pêcher au large. Chacun à leur manière, ils nourriront les hommes au fil de l'eau. Salut Sophie. Salut Stéphanie. Là, la marée n'attend pas, on est parti. Je me dépêche, j'arrive. Le petit frère, le grand frère, le frangin. Voilà. Bon, bah, allez, on est parti. On va se mettre sur la remorque. nous. Ok, je grimpe avec toi alors. Et ben voilà. Super. Allez. Hop, on est parti. Alors Stéphanie, je suis venue ici à Saint-Va parce que j'avais très envie de découvrir les huîtres du Cotentin. Ici, on a vraiment un très beau parc ostréicole. Hein. Oui, c'est un parc ostréicole très ancien puisqu'en fait, il y avait une zone de pêche d'huîtres plates avant d'avoir cet élevage d'huîtres creuses. Il y a combien de bassins ostréicoles, ne serait-ce que dans le Cotentin? Alors dans le Cotentin, il y en a 2, côte est, côte ouest. Du Cotentin, donc des huîtres sur les 2 côtes, Saint-Va et puis toute la région d'Agong, Gouville, et puis plusieurs bassins normands puisqu'on en a sur la côte de Seine-Maritime, sur le Calvados. Bon là ici on va vraiment s'intéresser à l'huître de Saint-Va, je te propose qu'on donne un petit coup de main à ton frère, non? Voilà. Parce qu'il va nous en vouloir s'il nous voit papoter. Ça marche. Bon, il y en a qu'un qui bosse ici. Hein. Ah. C'est vraiment un soin et un travail quotidien. Oui, tout à fait. Il faut qu'on ait un travail régulier sur le produit. Et donc il va falloir combien de temps pour que cette huître arrive à maturité là? Entre 3 et 4 ans. Ouais, un grand travail Voilà. de patience et beaucoup de soins, j'imagine, à apporter aux huîtres. Hein. Voilà, tout à fait. Là, sur la superficie qu'on a, grosso modo, on a à peu près entre 30 et 35 000 poches à retourner comme ça tous les étés. Quel boulot! Donc quand on commence à un endroit et qu'on a fini, une fois qu'on a fini, on peut recommencer. Alors voilà, 3
4 ans après, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier alors, l'huître d'ici? Alors l'huître d'ici, elle sera dans sa chair, elle sera charnue. Et puis quand on regarde bien, regarde, elle est bien creuse. Et donc du coup, plus elle va être creuse, plus on va avoir la potentialité d'avoir de la chair. Donc si elle est bien nourrie, eh ben, on va avoir une huître d'eau due. Nous, on est venus d'horizons très différents de l'ostriculture. Guillaume, il est chaudronnier de métier. Et toi? Moi, j'avais une grosse passion pour la mer et je suis biologiste marine de base. Voilà. Et tu travaillais où? Je travaillais là-bas en face, là, sur ce petit îlot bien magique. Qui s'appelle comment? L'île de Tatillou. Ah, j'aimerais bien aller la visiter. Franchement, vas-y, c'est un endroit magique, c'est génial. Ouais, je vais aller voir, je vais goûter les huîtres quand même. Ah bah oui, forcément. Elles sont toutes issues de la même poche et regarde les différences qu'on a. Il y a des petites blondinettes et puis il y en a qui ont des manteaux beaucoup plus foncés. Comme celle-ci, ouais. On en a qui ont vraiment grandi très très vite et puis d'autres qui ont pris un peu plus leur temps. Bah tu vois, c'est comme dans une famille en fait, finalement. Pas trop dur de travailler avec le frangin, ça va? Non, super. On est très complémentaires et c'est ce qui fait notre force. Elles sont très fraîches, elles sont excellentes, hein. Très très bonnes. Et puis ça fait notre force aussi. Quand tu manges ça tous les matins, t'as forcément la patate. Quelques redoutes protégées par des murs de terre construits du 30 Bonjour, mai au 2 bonjour. juin. C'est sympa ici pour pique-niquer. C'est fini apparemment votre pique-nique, hein? On termine. Bon, en tout cas, c'est joli ici, hein? C'est magnifique. Vous connaissiez déjà l'histoire de ce lieu? Non, je ne connaissais pas, j'ai appris. Ah bah alors, dites-moi ce que vous avez appris alors. Donc fin du 17e, donc une grosse bataille navale avec la marine française et les anglo-hollandais. Et puis c'est une catastrophe. Donc suite à cette bataille, 2 ans après, Louis XIV a demandé à Vauban de venir faire des fortifications. D'accord, il est partout ce Vauban. Hein. C'est incroyable. C'est Comment vrai, il a hein. fait? Non, mais il est partout ce Vauban. Il n'y a pas que l'histoire des vieilles pierres, parce que vous savez, là, vous êtes tranquillou, bien installé, mais ça n'a pas toujours été un plaisir de séjourner ici. Non. Pourquoi? C'était le lazaret, et donc c'était là où on mettait les personnes en quarantaine pendant les épidémies de peste, notamment même depuis Marseille, je crois. Exactement. Et la peste marseillaise, en fait, a effrayé un peu tout le monde. Et tous les bateaux qui venaient de Méditerranée, eh bien, ils étaient arrêtés ici et on mettait les équipages ici en quarantaine. Bon, on est mieux maintenant. Hein. Oui. Ah oui. Bon, j'étais ravie de vous rencontrer. Nous aussi. Merci beaucoup. Si je vous cherche, je demande le club vosgien La Bresse. Hein, je demande Michel et Claude. Michel, Claude et ses amis. Très bien, on fait ça. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Passez une bonne journée. Merci à vous. Merci. C'est une régate de professionnels, mais pas ceux que vous croyez. Tourne Eric, tourne! Ces compétiteurs sont des marins-pêcheurs. Chaque année, les professionnels de la mer se retrouvent sur ces voiliers de course pour le défi des ports de pêche. Il a lieu pour la première fois dans le Cotentin, à Saint-Val-à-Hougue exactement, le port où convergent cette année tous les amoureux de la mer. Et la lourde responsabilité de représenter le port de Saint-Val-à-Hougue revient à Xavier, Loïc, Arthur, Pierrick et Christophe, dit Bubu. Ouais, c'est parti, on va gréer le bateau. Il va y avoir du vent aujourd'hui. Hein. Ouais, t'as bien. Les annonces de l'air. Hein. Ostréiculteur ou pêcheur sur chalutier, il joue à domicile et se verrait bien sur le podium. Ah bah t'as le sourire aujourd'hui. Mais ils vont devoir affronter des équipages venus de toutes les côtes françaises et surtout leur meilleur ennemi sudiste, l'équipe du Gros du Roi. Choc thermique assuré.
c'est des bons concurrents, mais je pense qu'on va plus vite qu'eux. Et hier, on n'aura vu que le cul, on était souvent derrière, donc on va essayer de voir l'autre côté du décor de Semba. Les gens, ils partent avant nous. C'est normal. Ça triche, hein? Ah, mais faut s'entraîner parce que sinon, vous allez encore être devant, c'est chiant. C'est parti pour une nouvelle journée de compétition. Bon départ, bon départ. Alors, Palavas, je vois pas, Palavas, Pornic. Alors, premier, Pornic. Deuxième, Gros du Roi. Pour ce premier tour, Saint-Valahougue est à la traîne et arrive en 10e position, loin derrière le Gros du Roi. Bénévole pour l'organisation, Yann est aux premières loges pour suivre la régate. Ah bah on voit la course différemment que sur les voiliers. Je crois qu'on apprécie encore plus parce que sur le voilier, on est dans les manœuvres, on voit pas ce qui se passe autour. Pour moi, c'est magnifique. Pour la deuxième et dernière manche, Saint-Valahougue tente le tout pour le tout. Mais avec le gros temps, les premières avaries. Attends, il y a Cherbourg qui vient de casser le mort. Ça secoue aussi à bord du voilier de Saint-Valahougue. Talonné de près par un autre équipage, puis percuté. Le mât est touché. Ils sont obligés d'abandonner. De son côté, le Gros du Roi n'arrive pas à rattraper son retard et termine deuxième derrière Pornic. Mesdames, Messieurs, Pornic, Port-Atlantique, Côte-de-Jeune, vainqueur. Plus fort que ça, les applaudissements, regardez ces jeunes. Après les efforts, place à la fête. Tout le Cotentin se retrouve pour célébrer les exploits sportifs des pêcheurs et pour déguster le fruit de leur travail. Le Nord et le Sud rassemblés autour d'une bonne nuit de Saint-Vin. De la bombe. Dans un an, la grande famille des marins-pêcheurs se retrouvera à Pornic, le port des vainqueurs, pour une régate placée sous le signe de la bonne humeur. Franchement, c'est un marché que j'adore. Que des produits locaux, on va trouver tout ce qu'il faut pour ce midi, ça va être génial. Je te propose de commencer par le pain, ça te dit bien. Sinon, on peut pas commencer un pique-nique sans pain. C'est essentiel. Donc on y va, c'est juste au bout à droite. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ouais, très bien, merci. Vous aussi? Ah bah oui, par ce beau temps. Mieux que le temps. Mieux que le temps, voilà. Et oui. On cherche un bon pain, madame, pour notre caisse-croûte. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je propose de vous le faire goûter déjà. Ah bah voilà, bon, alors là, si vous nous prenez par les sentiments. Oui, et par les bons. Super. Alors, excellent. Bien croustillant. Et on a juste un pétrin mécanique, tout est fait à la main. Ouais. Alors madame, je vois que vous avez marqué ici de la turgoule. Vous savez que j'adore ça, la turgoule. Vous en avez en ce moment? C'est notre spécialité normande, ça. Et on en est fiers. Alors racontez-moi comment vous la préparez, Dans une vous, la grande terrine turgoule. en terre, on met du riz, du lait, du sucre, un soupçon de cannelle. Et on la laisse cuire pendant 6 à 7 heures. On n'y touche plus. Et le lait et le sucre se caramélisent et donnent cette couleur dorée. Il faut faire attention. Il peut y avoir des addictions à la turgoule. Je crois. Oui. Le grand débat ici sur la turgoule, c'est la cannelle. Alors moi, mon mari, il en met une pincée. Ah. Mais comme il a des grands doigts, il met une grande pincée. Et tout est dans la pincée. Pas de pique-nique dans le Cotentin sans turgoule. turgoule. D'accord. Madame, on va en prendre 2.
Bonjour madame. Bonjour. Je cherche des carottes. Oui, combien? Bon, je sais pas. 4-5. Ouais, voilà. 4-5 Ouais. Entre les carottes, les salades, je vois des jolis choux, vous avez plein de belles choses. Hein. Oui, mais on est amoureux, nous, alors on produit plein de belles choses. C'est un bonheur, je veux dire. D'une petite graine, vous faites un beau légume. Et après, vous avez des clients sympas qui viennent vous acheter vos légumes. Donc, Oh, mais ça, c'est parce que la maraîchère, elle est sympa. Donc, voilà. Merci beaucoup, Merci, très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je me demandais ce que tu t'emportais avec toi dans ton sac à dos en tant qu'ambassadeur. Bah, ce qui est important pour nous, c'est vraiment défendre nos couleurs. Donc évidemment, on a toujours notre drapeau. Ok. Alors j'avais un autre truc aussi que je veux te montrer, évidemment, qui a fait partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a fait partie de mon voyage. Qu'est-ce que c'est? C'est une balle de choule normande. C'est un sport typique de la région. Ok. Qui a été pratiqué dans les villages, dans les mariages. Mais il va falloir que tu me montres ça. On joue toujours à la choule? Alors ça se joue toujours, évidemment. Ouais. Et aujourd'hui, justement, il y a une fête dans le coin dans laquelle on peut pratiquer, on pourra jouer au sport aujourd'hui. On va aller jouer à la choule. On parle de chouleur? Le chouleur, exactement. Chouleur. On va rencontrer des chouleurs normands. On va partager notre pique-nique avec eux alors. Voilà, exactement. Et donc là, tu vois, tu as les chouleurs qui sont en train de s'entraîner. Ça joue sérieux là. Hein. Ah là, c'est des costauds là. Mais alors ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as montré là. Alors ça, c'est la grande choule. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est la choule cross. Allez. Là, on va appeler Bruno, il va nous expliquer un petit peu. D'accord. Bruno, ça va bien? Ça va? Et toi, ouais? Sophie, enchantée. Bruno. Bon, ça y est. Ouais. C'est physique. Joueur de choule, mais pas professionnel. Oh bah dis donc, pas professionnel, mais sérieux là. Hein. Ouais, si, il est modeste, mais c'est un costaud, hein. T'inquiète pas. On rigole pas. Hein. Et je demandais à mon avis, Vincent, la nuance entre ça et ce que vous êtes en train de faire. Ça reste quand même de la choule pour les deux sports. C'est de la choule parce que chouler en normand, ça veut dire bouler. Donc on a le droit de charger à l'épaule ou à la hanche celui qui a la balle. Que ce soit la balle au sol avec de la crosse ou la balle comme ça, la grande choule. Et ça jouait village contre village, depuis le Moyen-Âge. Hein. Et ils attendaient que ça pour régler leur compte. Ok. Pour en découdre. Ça finissait à coups de couteau. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y avait des meurtres. Oh, là, ça m'a l'air d'être beaucoup Non, on plus n'a pas envie calme, parce qu'on a envie qu'ils reviennent. C'est ça. Je sens que ça te démange un peu d'y participer parce que toi, t'es chouleur amateur. Mais... Chouleur amateur depuis quelques mois. Mais c'est vrai que là, ça fait trois fois qu'on se rencontre, 3 fois qu'il gagne. Mais la prochaine, je sais que ce sera la bonne. Eh ben écoute, puisque tu la ramènes, on va voir. Eh ben, je m'équipe et j'arrive dans 2 minutes. Allez. À 3, 1, 2, 3, go! Allez, allez! Bruno, on va tourner. Ça marche. À tout à l'heure. Allez! Ouais, Vincent! On va dire que c'est Vincent qui l'a mis! Hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres jeux traditionnels qui m'intéressent beaucoup. Ouais, c'est les quilles du Cotentin. Alors donc tu vas me faire jouer au bowling, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Bon, pardon, c'est quoi alors? Ça s'appelle les tresseux en normand, c'est-à-dire les 3 sœurs. Les 3 sœurs, c'est les 3 quilles que tu as là-bas, en face de toi. Donc il faut que tu les aies du premier coup. Tu peux faire un mouvement de balancier avec ton bras et tu lâches ta boule que quand elle est au niveau de tes yeux. Là. Ok. Bravo, chef. Ah. C'est qui le patron? Ah, voilà, Hein? exactement. Je te remets les quilles, tu vas essayer. Ah, c'est trop court. Et reste droite. Si tu bouges pas ta hanche, ton bras bien droit, tu vas atteindre les 3. Allez, vas-y maintenant, allez. Wow! Et voilà. Et pourquoi vous avez eu envie de relancer ces jeux traditionnels normands? Regarde, tu joues dehors, Ouais. il fait beau, tu respires. Faire jouer les gens surtout. De la convivialité. Oui, on échange. C'est ça. Et finalement, ça raconte aussi un peu l'histoire de la Normandie, c'est vrai? C'est ça, ce sont les jeux normands. Yes! Alors, comment ils s'en sont sortis, les chouleurs? Qui c'est qui a marqué? C'est toi qui as marqué? Ouais. Nous, on a apporté de la turgoule, mais là, je vois qu'il y a une turgoule maison, là. Alors, tout le monde en prend, c'est obligatoire. Je vois qu'il y a des beaux fromages aussi. Fromage normand, bien évidemment, le camembert, Forcément. le Livaro, le Pont-l'Évêque, le Neufchâtel, Ouais. et puis évidemment donc le beurre à la baratte. Oui, parce que alors là, attention, on n'hésite pas à mélanger le beurre baratte avec le camembert. C'est obligatoire. 3, 2, 1. Ah, ouais, tu vas voir. À la
c'est les chouleurs. Quand les gens sont partis, c'est pour les siens qui restent, que le rôde de la mélivée, ça monte dans nous rend miaou. Au méfait dans grand bruit, c'est pour les siens qui restent, travolti ou gromti, meurti dans le batiao. La 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 la. Merci les amis pour votre accueil ici dans le Cotentin. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon ben voilà les amis, il est déjà l'heure malheureusement de nous quitter. Je vous dis au revoir ici à Port-Racine, qui a la réputation d'être le plus petit port de France. En tout cas, il est absolument charmant. Bon, vous ne m'en voudrez pas, je me suis accordé la liberté de quitter de temps en temps le Cotentin, mais les voyages doivent être faits de ça. Il faut savoir prendre des chemins de traverse. Je voulais remercier Vincent, qui a été un très bon compagnon de route. Et je dois vous avouer un petit coup de cœur pour le château et le jardin botanique de Vauville d'Éric et Guillaume. Je vous conseille vivement d'aller le visiter. Si vous voulez revivre ces aventures, eh bien vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et comme d'habitude, faites de beaux voyages.